Donc on va commencer. La personne qui est la plus importante pour conduire cette soirée, c'est Katarzyna Kula. C'est une soirée pour elle. Donc tout simplement, je vous passe la parole. Vous savez très bien que Katarzyna Kula, malheureusement, quitte notre centre. Elle a tout simplement un autre travail qui est magnifique, je crois. Au sud de la France, elle va tout simplement être custode, ça s'appelait en latin, je crois. Quelqu'un qui s'occupe de la mémoire d'un lieu qui appartient aussi à une personne. C'est le musée Gombrowicz à Vence. Donc, on a tout simplement pensé que justement c'est une soirée extraordinaire pour tout d'abord parler du vin, la présentation sera là tout de suite, mais aussi de rendre un peu hommage à votre travail. Donc je vous passe la parole, c'est à vous de conduire cette soirée. Je vous remercie énormément d'être là, aussi pour moi, mais surtout pour nos chers co-organisateurs et chers intervenants. Donc je voudrais vous dire que cette soirée que l'on a organisée un tout petit peu à l'occasion aussi de la Saint-Nicolas, parce qu'en Pologne on le fête, comme on le savait presque tous, un peu plus qu'ici, sauf l'Alsace peut-être, mais c'est à cette occasion aussi, non seulement à cause de ma présence ou mon absence plutôt, mais je voudrais remercier énormément nos chers intervenants et surtout d'abord monsieur le professeur Michel Figeac de l'Université de Bordeaux qui est le co-organisateur de cet événement, qui était dès le début avec nous à organiser et en fait qui a rempli et qui a fait exploser de quelque manière cet événement. Malheureusement, comme on le sait tous, les grèves ont arrêté notre équipe dijonnaise, notre équipe de Bourgogne, mais on est là. Et on va dire, ça ne va pas du tout être pire. Donc, je voulais vous remercier, monsieur le professeur, énormément. Et je vais vous laisser la parole en ce qui concerne l'introduction scientifique de cet événement, parce que nous, on est humbles envers vous, nous ne sommes pas de spécialistes du tout, monsieur le directeur et moi, de la thématique du vin. Donc, un énorme merci, parce que c'était une vraie aventure d'être là avec nous ce soir, de venir de Bordeaux. Un énorme merci aussi à monsieur le professeur Jarosław Romanowski de l'université de Mikołaj Kopernik en polonais, qui est aussi... en fait, je pense que vous connaissez tous des colloques concernant la nourriture, les boissons. Je pense que c'est un bon milieu et c'est un cercle d'amis qui peut être là avec nous. Un énorme merci aussi à vous, un énorme merci à Madame le professeur Marguerite Figeac, Figeac Montus, c'est ça ce que j'ai oublié en fait, pardon. Donc un énorme merci de votre présence, vous êtes spécialiste aussi de cette thématique, ce qu'on va voir tout de suite. Un énorme merci aussi à nos chers intervenants, à monsieur le professeur Alexander Busch de l'Université de Varsovie, qui est archéologue, mais qui est aussi vigneron. Donc il y a un petit côté pratique, mais vous allez voir tout cela dans quelques instants. Un énorme merci aussi à Dorota Diaz-Lewandowska de l'Académie polonaise des sciences et à M. Gabriel Kurczewski de l'Université de Mikołaj Kopernik de Toruń. Donc j'ai un énorme plaisir de vous remercier et de vous accueillir ici, en présence surtout de nos chers invités qui sont éminents. Parce qu'on a avec nous monsieur l'ambassadeur de l'OCDE, madame le ministre et madame le consul. Donc on vous invite ce soir chaleureusement. Et je vous remercie tous de votre présence et je donne la parole à ceux qui s'y connaissent mieux que moi sur cette thématique concernant le vin. Donc, monsieur le professeur Michel Figeac, je voudrais vous inviter à nous introduire un tout petit peu dans ce monde difficile mais tellement attirant du vin. Merci beaucoup
Katarzyna, et merci beaucoup à Maciej Foricki pour l'idée de cette belle journée sur la science et le vin. Malheureusement, comme vous le savez tous, on est en effectif plus réduit qu'on ne l'avait pensé, et c'est pour cela aussi que je vais un petit peu réduire mon propos. À ce moment-là, que grâce à la grande... C'est mieux ? Que grâce à la grande propriété parlementaire des appellations comme le Médoc, les Graves, le Sauternais, mais aussi avec d'autres acteurs, le Bourgogne, ont connu une mutation de la qualité sous l'influence des propriétaires et surtout de leurs régisseurs. C'est ainsi, par exemple, que l'on voit progressivement s'installer le début du vieillissement qui est signalé par les mémoires de Durfort de Cheverny au milieu du XVIIIe siècle, en pleine époque des Lumières, et qui est de plus en plus net dans les dernières années de l'Ancien Régime, avec notamment la progression de la mise en bouteille, qui progresse très fortement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. C'est ainsi également que progresse, par exemple, entre autres, le soufrage de la barrique, apparu au début du XVIIIe siècle, qui permet de l'assainir et d'en supprimer les parasites. Les progrès sont tellement sensibles que quand le futur président américain Jefferson passe par le Bordelais à la fin de l'Ancien Régime, il peut proposer une véritable hiérarchie des grands crus. Je vais lire Jefferson et vous retrouverez beaucoup de noms connus. Pour les vins rouges, il y a 4 vignobles de première qualité. Le château Margaux, qui appartient au marquis d'Argicourt et qui produit environ 150 tonneaux, chacun correspondant à 1000 bouteilles. Le marquis d'Argicourt a passé contrat avec le négociant Gernon. La tour de Ségur à Saint-Mambert, qui appartient à M. de Miroménil et qui produit 125 tonneaux de vin. Le Haut-Brion, dont les 2 tiers appartiennent à M. le comte de Fumel. Et enfin, en 4e position, le château Laffitte, qui appartient au président Pichard de Bordeaux et qui produit 175 tonneaux. Les vins des 3 premiers vignobles n'atteignent leur excellence qu'à partir de 4 ans d'âge, car ils sont plus légers que les autres. Donc ce texte est extrêmement important parce qu'on voit déjà là la notion de vieillissement qui s'est mise en place. On voit déjà une hiérarchie qui est un peu toujours la même aujourd'hui, avec bien sûr quelques changements. Et quand Jefferson passe au sud du département, en particulier en Sauternay, il souligne également le rôle clé de la noblesse locale. Il cite par exemple la famille de l'Ursalus pour l'élaboration des grands crus. Il corrobore ainsi les liens professionnel, indissociable, qui existait entre noblesse et négoce, et il fait ressortir que la notion de vieillissement était en train de s'imposer. Cette volonté d'améliorer en permanence la qualité et d'augmenter les quantités commercialisables explique facilement le lien qui va se tisser progressivement entre le vin et la science. Cette liaison, elle est d'abord une liaison pragmatique. C'est-à-dire qu'elle relève d'observations, notamment, par exemple, dans le domaine de la météorologie. Ce n'est pas le hasard. S'il serait facile, aussi bien en Bourgogne qu'en Bordelais, qui sont quand même à l'époque, avec la Champagne, les régions phares, de faire une histoire climatique. Et par exemple, il est facile de faire une histoire climatique de la Guyenne en utilisant les relevés de température et de pluviosité qui ont été réalisés par un certain nombre de propriétaires locaux comme le président Labatte de Savignac ou Sarraud de Boisney, qui est un ami de Montesquieu. Ce n'est pas le hasard si, en Agenais, qui était à l'époque une zone de production de vin blanc, quelqu'un comme Durfort de Vivens, qui est un ami très proche de Montesquieu, est quelqu'un qui était pris de science, qui entend étudier les maladies de la vigne et qui scrute au quotidien les feuilles de ces précieux ceps de vigne. Ce n'est pas le hasard non plus si de nombreuses académies consacrent à ce sujet, aussi bien à Bordeaux qu'à Dijon, des mémoires et mettent au concours des sujets dans cette thématique de la science et du vin. La viticulture est dépendante de la nature, des sols, des terroirs, du climat et d'autant de paramètres susceptibles de donner une certaine identité au vin pour laquelle la commercialisation a toujours été nécessaire.
De tout temps, la question essentielle posée par le vin est celle de sa conservation, mais également de la lutte contre les maladies cryptogamiques qui entraînent sa disparition ou la recherche de cépages plus résistants. Ce lien entre la science et le vin peut être facilement perçu quand on travaille sur les agronomes qui encadrent cette mutation de la qualité. Si l'on prend au début du XVIIe siècle le théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, son chapitre réservé à la vigne et au vin est tout à fait remarquable, car il traite de la totalité d'un système de production. Inventaire des lieux célèbres, des terroirs, des relations entre le cépage et le terroir, de la qualité du raisin comme matière première, des vinifications, en particulier de la durée de la cuvaison et de la couleur des vins rouges, ainsi que du traitement et de la conservation de ces vins. Les observations et les conseils d'Olivier de Serres en 1600 seront repris pour la plupart par les scientifiques des 2 siècles ultérieurs, et en particulier par quelqu'un dont on vous parlera ce soir, qui est Chaptal, ou encore par l'abbé Rosier. Il est en effet assez logique que les grands chimistes de la fin du XVIIIe siècle, il faut savoir que la chimie fait alors sa révolution, c'est-à-dire qu'après les essais de Stahl dans la première moitié du XVIIIe siècle, liés en particulier à ses idées sur le phlogistique, eh bien nous avons une véritable révolution chimique qui est incarnée par quelqu'un comme Lavoisier ou quelqu'un comme Guiton de Morveau en Dijonais, et il s'intéresse à un moment donné au vin. C'est le cas par exemple d'un autre chimiste, Pierre-Joseph Macquer, 1718-1784, qui publie un traité de la fermentation des vins et de la meilleure manière de faire de l'eau-de-vie, qui marque l'entrée de l'œnologie comme matière scientifique. Son approche de la chimie du vin est tout à fait remarquable. Il fournit les définitions qui seront adoptées ensuite par les chimistes. Par exemple, dans le cas du vin de Champagne, Macquer signale la reprise de fermentation dans les vaisseaux clos. Il écrit « On intercepte ou même on supprime à dessein la fermentation sensible de ces vins pour leur donner cette qualité mousseuse, cet air qui n'a pu se dissiper à mesure qu'il se dégageait, y est à demi combiné et adhère jusqu'à un certain point. » Chaptal, Lavoisier, Gay-Lussac, l'abbé Rosier marqueront d'autres étapes. Rosier, par exemple, a démontré l'absorption de l'air pendant la fermentation acéteuse et Lavoisier est plus précis en attribuant la réaction à l'oxygène. C'est avec le développement d'une démarche donc scientifique liée à la fois à partir du XVIIe siècle à l'observation et à l'expérimentation que se mettent en place des techniques empiriques qui deviendront plus tard scientifiques. Cette journée d'études était donc chargée d'explorer tous les liens, malheureusement, bon, on est peu nombreux, unissant la vigne, le vin et la science en mettant en avant des écrits scientifiques, des techniques, la naissance de nouvelles sciences comme la chimie ou l'œnologie, mais aussi la théorisation utopique ou non de nouvelles pratiques. Au-delà, le regard se portera sur le produit et nous examinerons comment la science peut se retrouver au service de la commercialisation en mettant en avant de nouveaux assemblages ou en utilisant de nouveaux procédés d'élevage des vins. À côté de cela, la conjoncture reste bien sûr essentielle, notamment celle de l'offre et de la demande, mais également celle des milieux du fait, notamment aujourd'hui, des problèmes liés au réchauffement climatique. Heureusement, il y aura toujours des bons et des mauvaises années, des vins sublimes et de la piquette, comme si le terroir primait, la science ne jouant en définitive qu'un rôle de réducteur d'incertitude. Merci beaucoup Michel, merci de cette introduction tellement courte. En même temps, nous introduisons très bien à plusieurs phénomènes de l'histoire et de la culture du vin en France, ou plus à toute cette sensibilité propre aux chercheurs français qui s'occupent de l'histoire du vin. Malgré les épreuves en Pologne, on a les représentants éminents ici de cette courant de recherche qui est quand même, comme les vins polonais, relativement nouveau. Donc je crois qu'on utilise toute cette trace avec la plus grande attention.
J'invite à prendre la parole Madame Marguerite Figeac, qui va nous parler de traité de viticulture et de relations avec la science. Et je vais vous parler des traités de viticulture au XVIIIe, XIXe siècle. Je travaille actuellement sur ces aspects-là, et en particulier par rapport au sucré, au sucre. Alors, j'ai fait ma thèse sur une famille du Bordelais qui est la famille de l'Ursalus et qui est plus connue si j'avance un nom d'un château viticole qui est le château d'Yquem, hein, qui est un grand cru du Sauternais. Et dans leurs archives, on a trouvé récemment une lettre qui est très intéressante et qui montre la pratique de la chaptalisation. Je vais vous la lire. Je viens de voir Édouard qui venait me trouver au nom de Monsieur Guestier et de nos 3 autres acheteurs. Ils sont très préoccupés de ce que va être la qualité des 1918, qui sera sûrement très médiocre et qui demande d'accepter de les faire chaptaliser. Tous les premiers crus vont en faire autant. La grande difficulté est de trouver du sucre de première qualité et M. Guestier s'en charge pour Yquem. M. de Pontac a chargé officiellement Édouard de lui trouver du sucre. La Tour Blanche en fait depuis 15 ans. Guiraud aussi, Péraguet cherche du sucre partout, Rieusec, idem, Suiduiro, La Montagne, les 2 rabots, mâles, sont traités par Lacoste. Monsieur Guestier dit qu'il s'agit là d'une chose que les Bourgognes font tous les ans et que tout le monde conseille en pareil cas. Cette chaptalisation donne, je crois, 2 degrés d'alcool et ce secours pourra peut-être faciliter la conservation et faire garder, sinon de la douceur, peut-être un peu de moelleux. Tout le monde le fait dans le pays. Ce texte est intéressant parce qu'on voit la mise en pratique d'une pratique, oui, qui est la chaptalisation. Le fait de chaptaliser, c'est-à-dire rajouter du sucre au moment de la fermentation afin d'accroître la teneur en alcool et de permettre aussi, vous l'avez vu dans le texte, la conservation du vin. Alors, cette opération est intéressante et elle est liée à un scientifique qui s'appelle Chaptal, qui en 1801 publie un traité qui s'intitule « L'art de faire, de gouverner et de perfectionner les vins ». Donc on a là un traité de viticulture et la question que l'on pourrait se poser en comparant d'une part le texte que je viens de vous lire et ce traité de viticulture, c'est comment, pourquoi cette théorie, alors que l'ajout du sucre dans les mous, on connaît cette pratique depuis très longtemps et de manière empirique dans les campagnes, en tout cas dès le XVIIIe siècle où on en trouve des traces. Pourquoi a-t-on besoin à un moment donné de théoriser cette pratique? C'est le cas de ce qui va être fait au tout début du XIXe siècle. Et pourquoi est-elle mise en pratique à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle? Et pour répondre à cette question, je vais organiser mon propos en 3 parties, voir d'abord ce que sont les traités de viticulture et leur rôle, puis voir comment on passe de l'observation à l'expérimentation, puis à la théorisation, et voir ensuite comment finalement ce phénomène de sucrage s'est déroulé. Alors tout d'abord, du sucre et les secrets d'un bon vin. Et on va se poser une question qui est celle de qu'est-ce qu'un traité de viticulture? Les traités de viticulture, à l'instar de grand nombre de traités, c'est un peu un genre littéraire, des traités médicaux ou des traités d'éducation, constituent une forme à la fois littéraire et scientifique qui vise à faire part à un public de professionnels ou d'amateurs d'un certain nombre d'innovations. Innovations qui permettent très souvent l'introduction et la diffusion de pratiques nouvelles. Alors,
ces traités, ils ont des noms différents. Vous avez 2 pages ici de traités. Alors, de l'œnologie ou discours sur la meilleure méthode de faire du vin et de cultiver la vigne, de Béguillet, qui date de 1770, et puis un autre traité, le traité théorique et pratique de vinification ou l'art de faire du vin avec toutes les substances fermentescibles en tout temps et en tout climat de Bosso, qui date de 1824. Alors 2 traités très différents, vous aurez remarqué que les titres sont très longs, difficiles à retenir ou en tout cas à mémoriser. Ces traités qui ont des titres très longs n'ont pas forcément dans leur titre le terme de traité, il n'est pas contenu forcément dans le titre. On trouve parfois d'autres termes comme le terme d'opuscule, d'art, de mémoire, d'étude, d'observation, de manuel, etc. Donc, on a là des éléments de référence. Le savoir est diffusé grâce à ces traités. Il est construit, il fait appel souvent à un constat et il permet de passer de l'observation ou de l'expérimentation à une démarche que l'on pourrait qualifier de démarche scientifique. Ce qui nous conduit au deuxième point, la part du sucre dans ces traités, puisque c'est ce qui nous intéresse évidemment avec la chaptalisation qui va permettre la conservation du vin, mais qui va permettre aussi l'augmentation d'alcool et de faire des vins liquoreux. Alors, le sucre est une occurrence essentielle dans les traités de viticulture de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, parce qu'à cette époque-là, on se préoccupe beaucoup de la conservation des vins. Et l'auteur que l'on pourrait citer et que Michel Figeac a cité tout à l'heure, c'est évidemment l'abbé Rosier. L'abbé Rosier, au XVIIIe siècle, cherche à atteindre ce qu'il appelle le muqueux doux et sucré et démontre dans son cours complet d'agriculture que celui-ci est différent en fonction des cépages, de la qualité plus ou moins importante d'eau de végétation et la composante contenue dans le raisin est selon lui de 4 catégories et il nous dit le muqueux est premièrement fade ou insipide, deuxièmement acide ou aigre, troisièmement austère ou âpre, quatrièmement doux ou sucré. Et parmi eux, l'abbé Rosier souligne à propos du muqueux doux et sucré, il souligne ceci: le muqueux doux est le seul qui soit parfaitement susceptible de la fermentation vineuse ou spiritueuse. Le sucre est par excellence de cette classe. Ainsi, plus un raisin contient de principes sucrés et plus le vin qu'on en retire est généreux, plus difficilement il passe à la fermentation acide ou à la fermentation putride. Et il souligne plus loin: l'art doit venir au secours de la nature. C'est une expression qui est évidemment très intéressante parce qu'on voit bien là le rôle à travers l'art, j'y reviendrai tout à l'heure, on voit bien là le rôle de l'homme et l'influence de l'homme pour la fabrication du vin. Boire un vin clair dépourvu de ses dépôts et pouvoir le conserver plusieurs années, si possible, en barrique, est indispensable pour une production et les scientifiques observent cela, cherchent à comprendre et là encore, le sucre permet de précipiter et de conserver. Et on retrouve cela à travers d'autres traités, Nicolas Bidet en particulier, Duhamel du Monceau entre autres, qui, à la manière d'apothicaires, vont essayer de faire un certain nombre de mélanges pour essayer d'éclaircir le vin. On a donc un certain nombre d'études et on remarque en effet
que la grande observation et donc la grande innovation du XVIIIe siècle est celle de la fermentation et de la place des sucres dans ce processus, ce que Chaptal appelle le principe sucré. Il cite d'ailleurs d'autres auteurs travaillant sur les mêmes thématiques. En particulier, il va s'intéresser aux observations qu'a pu faire le marquis de Bullion à l'origine d'un mémoire qui est cité en 1786 dans le Journal des savants et qui constitue la base d'une avancée scientifique en matière de fermentation, mais également il va s'intéresser aux travaux de Maupin pour qui le sucre serait présent et donc nécessaire dans 3 étapes de la fabrication du vin, à l'état naturel évidemment dans le fruit, mais aussi au moment de la conservation, au moment de la fermentation pardon d'abord, et ensuite à la fin au moment de la conservation. On a besoin de sucre pour bien conserver le vin. Et on voit bien ici que cette pensée scientifique prend bien ses racines en amont dans le XVIIIe siècle. Ce qui nous conduit à voir dans une deuxième partie, alors ici vous avez Duhamel du Monceau et son traité sur la nature de la culture de la vigne, ce qui nous amène dans une deuxième partie, à voir comment on passe de l'observation à l'expérimentation et de l'expérimentation à la théorisation, ou ce que j'ai appelé, ou ce que l'on trouve dans les traités, la naissance de l'art. La naissance de l'art, en effet, on passe des secrets de la fermentation aux nouveaux mécanismes scientifiques. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans les traités, des mécanismes scientifiques se mettent très vite en place. Ils sont fondés sur une observation et une expérimentation qui permettent de théoriser, d'innover et surtout de codifier. Alors, on va prendre un exemple, c'est une étude, les études sur le vin et les maladies et les causes qui les provoquent, procédés nouveaux pour conserver et pour vieillir le vin. Le titre est long, mais vous voyez que le début, en grand, vous avez études sur le vin et on doit cet ouvrage à Louis Pasteur. Ouvrage qui paraît sous le Second Empire. Louis Pasteur s'est beaucoup intéressé à ces aspects-là et il s'intéresse évidemment au sucre dans le procédé ou processus de fermentation. Ce qui est intéressant, c'est que dans son traité, il va citer toute une série d'auteurs qui sont des auteurs du XVIIIe siècle et des scientifiques du XVIIIe siècle, en particulier le marquis de Bullion, Adamo Fabroni, Lavoisier, Labé-Rosier, Cagnard-Latour, Chaptal, Ballard, Gay-Lussac, et ils s'appuient sur leurs observations, sur leurs expérimentations et les analyses pour aller de là bâtir sa propre démonstration. Or, de telles références existent aussi dans des traités antérieurs et en particulier dans celui de Chaptal ou de Rosier, qui cite le marquis de Bullion, chimiste reconnu du XVIIIe siècle, et ses expériences sont retranscrites, on les met en avant, etc. Et puis on trouve d'autres analyses, et en particulier les analyses, on fait allusion aux analyses de Villifranchi, qui est un scientifique florentin, de Fabroni, de Labé-Rosier, qui sont souvent cités. Et ce qui est intéressant, par exemple, je vais m'attarder un peu sur Fabroni. Adamo Fabroni publie un ouvrage que vous avez ici en italien, Dell'arte di fare il vino, et puis vous avez ensuite sa traduction en français de l'art de faire le vin. Or, Fabroni écrit dans les années 1770, et donc
il va avoir une influence et ses travaux vont être repris en France. On va retrouver d'autres Italiens aussi qui ont une influence. Par exemple, le père Landi, qui obtient le prix de l'Académie de Mantoue en Toscane et qui s'intéresse aussi à ces principes de fermentation. Et dans les années 1780, on peut citer le docteur Giuseppe Bussani qui écrit un essai sur la conservation des vins. Et donc, tous ces ouvrages-là vont être traduits en France. Et donc, on voit bien cet échange qui peut s'effectuer, cet échange scientifique dans l'Europe des Lumières. Toujours est-il que lorsqu'on lit les écrits de Fabroni, on s'aperçoit, comme d'ailleurs dans ceux de Chaptal ou dans ceux de Pasteur, que l'expérimentation occupe une place et une place plutôt importante. Toutes ces observations et ces expériences donnent naissance à ce que l'on appelle, vous le voyez bien dans les différents titres, l'art, terme souvent connu dans le titre de certains traités. Et il s'agit ici non pas de croire que le vigneron est un artiste, mais de savoir que l'homme intervient dans le processus de vinification. Et on peut le retrouver par exemple chez un autre scientifique, Antoine-Alexis Cadet-Deveau, qui explique très bien cela. Il écrit « Ce n'est pas la nature qui fait le vin, c'est l'art. La nature en fournit les matériaux, de même qu'elle offre la pierre pour bâtir, mais c'est l'architecte qui dresse les plans, et ce sont les ouvriers qui élèvent l'édifice. Ainsi, par cette expression, il s'agit de montrer que l'homme maîtrise et façonne la nature, mais qu'il existe aussi des théories à apprendre, à vulgariser, et ce sont les scientifiques qui se chargent de tout cela. Ces scientifiques, ils sont à l'origine aussi d'instruments d'innovation. Et en ce qui concerne le sucre, eh bien, il y a un instrument qui est extrêmement important. Et encore aujourd'hui, quand on s'intéresse au vin liquoreux, on le retrouve souvent évoqué dans les traités de viticulture. C'est ce que l'on appelle le pèse-mou ou mustimètre ou aréomètre. C'est la même chose. Il s'agit d'un instrument comme ceci, en verre. Il s'agit d'un instrument en verre ou en métal qui sert à mesurer la masse volumique d'un liquide en utilisant le principe d'Archimède. Il est perfectionné en 1768 par un pharmacien, chimiste, membre en 1776 de l'Académie de médecine de Madrid, puis en 1786, il est pensionnaire de l'Académie des sciences de Paris dans la classe chimie-métallurgie, et ce scientifique, c'est Antoine Baumé. On apprend en particulier par l'abbé Rosier qu'Antoine Baumé améliore le pèse-mou et qu'il améliore la manière de mesurer par un tableau de conversion que l'on appelle le tableau de Baumé, et qui va permettre de rendre les choses plus lisibles. Donc vous voyez, ces scientifiques, ils ont un rôle très important dans la vinification. Et bien sûr, ils interviennent, troisième point, dans le sucrage et la mutation des vins. Pourquoi, tout d'abord, une question, pourquoi mettre du sucre dans le mou ? Si la plupart des auteurs de traités viticoles évoquent la question du sucre, c'est parce que sa place est essentielle pour la conservation du vin, pour sa bonification et enfin pour l'accroissement surtout de la production. On voit donc là des liens existants avec le monde des affaires. La conservation constitue une question
très très importante depuis le XVIIe siècle. On se pose toujours le problème de savoir comment on conserve les vins parce que souvent, eh bien, on les consomme dans l'année et on a du mal à les conserver. Le principe de conservation va se mettre en place progressivement à partir du milieu du XVIIe siècle avec un certain nombre d'innovations et les scientifiques contribuent à la diffusion de ces innovations. À partir du milieu du XVIIIe siècle, les chimistes, ancrés dans la réalité, cherchant des débouchés pratiques, découvrent de nouvelles méthodes. Le processus d'innovation devient alors essentiel. Ainsi, des savants renommés, Bidet, de Béguillet, de Maupin, de Lavoisier, Baumet, Rosier, de Vaux, de Chaptal, à la fois agronomes, chimistes, scientifiques, s'intéressent à tout. Ils s'intéressent à tout, ayant comme terrain d'expérimentation cet univers vitivinicole qui est essentiel. Et ils vont se concentrer, ces scientifiques-là, sur la fermentation, trouvant à travers ce phénomène le moyen de s'intéresser à travers la fermentation à la conservation du vin. Les vignerons connaissaient tous ces principes-là, mais ces principes-là, ils étaient empiriques. Ils sentaient les choses. Les scientifiques vont les mettre sur le papier. Ils vont essayer de leur donner du sens. Et on le voit à travers un écrit, à travers un scientifique du XIXe siècle qui s'appelle Édouard Robinet, à propos de la fermentation et de la présence du sucre dans les mous, où il dit « Il faut que, dès que vous avez pesé le mou, vous vous assurez de ce qu'il donnera comme alcool après entière fermentation et procéder à la correction. Le sucre ordinaire raffiné ou de belles cassonades blondes des îles est ce qui convient le mieux pour les vins rouges et les vins blancs communs. Pour les grands vins, il faut employer du sucre candi pur canne, ce qui est une légère dépense comparée au prix du produit obtenu. » Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de mettre en pratique et de théoriser. Bien entendu, cette approche des scientifiques peut être différente en fonction des régions. Et là, je vais prendre une région viticole que je connais bien. Ça, c'est le texte Robinet. C'est le cas particulier. Alors, non pas du Champagne, je vais laisser cet aspect de côté parce que je serai beaucoup trop longue, mais je vais prendre le cas du Sauterne, du vin de Sauterne. Pour le Sauterne, il faut savoir que le sucre se trouve à l'état naturel dans les vins liquoreux avec des variations parfois. En effet, pour le Sauterne, il y a un phénomène particulier que l'on appelle la botrytisation, où il existe un champignon microscopique que l'on appelle le Botrytis cinerea, ou plus connu sous un terme plus vulgaire que l'on appelle la pourriture noble, c'est-à-dire qu'il faut certaines conditions climatiques, une certaine humidité le matin, des brouillards matinaux, mais aussi avec cette humidité, une chaleur assez importante l'après-midi pour donner naissance à une pourriture que l'on appelle la pourriture noble, qui va permettre au raisin de devenir un raisin confit. Et c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir vendanger, et on vendange progressivement par tri. Donc ce phénomène-là aussi va être codifié dans les traités. Et le problème, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, on a plusieurs problèmes, on a plusieurs crises. La crise du phylloxéra en particulier, mais pas seulement, de l'oïdium aussi, avant. Toutes ces crises-là vont faire qu'on a besoin de produire plus.
On a besoin de produire plus, on a besoin aussi d'avoir du raisin de bonne qualité, etc., qu'on n'a pas forcément. Et pour les liquoreux, eh bien, les scientifiques vont réfléchir et vont essayer de trouver des solutions. Et parmi ces solutions, eh bien, on a un traité qui date de 1881, qui est le traité de Joseph Audibert, qui publie l'art, alors vous voyez toujours l'art qui est en avant, l'art de faire du vin avec des raisins secs. C'est-à-dire que l'idée est de récupérer des raisins secs et à partir de ces raisins secs, de fabriquer du vin et d'oublier évidemment la botrytisation et l'ajout de sucre. Voilà donc ce que je voulais vous dire là-dessus. Et en conclusion, je dirais que ces traités de viticulture laissent apparaître plusieurs points essentiels. La place du sucre dans le vin se manifeste de trois manières. De manière naturelle, avec le Botrytis cinerea. Dans le processus de fabrication, dont je n'ai pas parlé, avec la champagnisation, où on ajoute du sucre pour fabriquer le champagne, et par ajout dans le mou, vous l'avez vu, avec la chaptalisation, qui permet de sauver des vins qui sont plutôt ordinaires, qui ne sont pas très bons parce qu'on a fait une mauvaise récolte, parce qu'il y a eu de mauvaises vendanges. Et à ce moment-là, on va ajouter un peu de sucre dans le mou qui va permettre de rehausser l'alcool. Et c'était une pratique très courante au XIXe siècle. Il est alors placé dans le mou et outre le goût de la clientèle, il répond à plusieurs demandes qui sont des demandes des viticulteurs et des négociants qui cherchent ainsi à conserver le vin, mais surtout à bonifier leur récolte. Le phénomène du sucrage des vins qui prendra au cours du XIXe siècle le nom du théoricien, le comte Chaptal, mais il n'était pas tout seul. Chaptal, vous l'avez bien vu, il y avait d'autres scientifiques avant Chaptal. Chaptal, lui, il a su théoriser quelque chose qui existait avant, qui avait été mis en pratique de manière empirique, en recopiant parfois certains scientifiques ou en utilisant en tout cas leurs travaux. Ces chimistes, vous l'avez bien vu, expérimentent, analysent, codifient. Dès le XVIIIe siècle, à l'instar de l'aéromètre de Baumé, ils utilisent des instruments aussi perfectionnés. Au total, on voit apparaître à travers ces traités et la question du sucre, un mécanisme de l'innovation, je dirais un mécanisme de l'innovation en 3 temps, ce qui expliquerait pour la viticulture d'ailleurs les lenteurs des transformations. En effet, quand on s'intéresse à la viticulture, on n'a pas une innovation qui arrive comme cela brutalement. L'innovation, elle se fait sur le temps long. Et on ne peut pas travailler sur la viticulture si on ne comprend pas le temps long. Et donc, les temps, je dirais qu'on pourrait dégager 3 temps. Le temps de la découverte, le temps de la théorisation et, in fine, le temps de la mise en pratique de la théorie qui dépend aussi de facteurs exogènes, c'est-à-dire des régions viticoles où l'on se trouve, du type de propriété, de la géographie et de bien d'autres, de la conjoncture et de bien d'autres éléments encore. Chaptal comme Pasteur d'ailleurs ont théorisé des phénomènes observés un siècle plus tôt par des agronomes, des chimistes, des scientifiques et bien d'autres. Merci. Vous utilisez spécialement dans ce domaine de l'histoire de la culture du vin. Donc je crois que ça peut être, malgré toutes ces différences essentielles, toute une autre place du vin dans la culture de l'histoire de la paix, ça peut être toujours les modèles, l'inspiration pour nous.
Donc, je te touchais par cette notion de la science, de l'art, de l'innovation, du discours, qui nous envoie à l'histoire culturelle vraiment profonde et en même temps concentrée sur les sources et les phénomènes très très concrets. Merci encore une fois. Donc maintenant, après cet exemple français, on peut passer à la partie polonaise. On a 3 communications polonaises, avec la première de messieurs les professeurs Aleksander Burchet de l'Université de Varsovie, qui va nous parler d'histoire du vin entre l'Oder et la Vistule depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Je vous passe la parole, monsieur le professeur. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le titre de mon intervention fait référence au vaste projet de recherche sur la période de grande migration entre l'Oder et la Vistule, réalisé en collaboration internationale que j'ai eu l'honneur et le plaisir de diriger jusqu'à cette année. Qu'à fait, je suis archéologue et n'exerce mon activité de vigneron comme amateur, juste pour les besoins de ma famille et mes amis. Pardon. Mais passons tout de suite dans le vif du sujet. L'histoire de vin dans les régions qui nous intéressent. Alors qu'elle est présente dans la viticulture et l'existence des producteurs de la vin en Europe centrale à l'époque médiévale sont des faits assez largement connus, rares sont ceux qui savent que dans ces régions-là, des vins de qualité sont consommés déjà au 1er siècle de notre ère. Il s'agit bien évidemment de vins d'importation originaires de Provence romaine, considérés alors dans la contrée barbare comme de véritables produits de luxe. Il n'exista effectivement aucun témoignage archéologique ni archéobotanique attestant la culture des vignes dans cette région géographique à l'époque antique. Les terres entre l'Oder et la Vistule sont alors peuplées de tribus germaniques, parmi lesquelles les plus connues sont les Vandales et les Goths. C'est justement ce peuple-là qui auront l'air pendant la chute de l'Empire romain d'Occident à la fin de l'Antiquité. Mais avant, installé dans le nord, dans les premiers siècles de notre ère, il entretient avec Rome des rapports relativement corrects, basés pour l'essentiel sur des intérêts réciproques, entre autres sur le commerce de l'empereur de la Baltique, temps prisé, et des esclaves. À cette époque, la diplomatie romaine doit donc négocier des accords avec des élites germaniques, de s'en témoignent certaines sources écrites, ainsi que le mobilier funéral des luxe découverts dans les tombes précieux. En effet, parmi les objets qui en fait partie, on retrouve nombre de récipients en métal et en verre vin dans le contexte romain, à la toilette et à la confection et la consommation du vin. Si il est vrai que les barbares ont pu faire parfois un autre usage des vases de toilette, découvrant leur destination primitive, nous pouvons affirmer avec certitude que, dans les régions barbares, les récipients destinés à la confection et la consommation de vin ont bien été utilisés selon leurs fonctions premières. Réanalyse chimique de leur contenu les confirmait sans le moindre doute. Aussi, puissoirs et passoires en bronze servant à préparer du vin chaud, agrément d'épices ouvrés, nectar de deux,
de Dieu que l'on boit dans les petites coupes des argents. Puis à l'époque ultérieure, le vin se boit dans les vaisselles importées de Rome, des coupes de glaçures et souvent des récipients. Il existait une très grande variété, certains de très simples, d'autres plus recherchés, tels des coupes ornées de scènes de combat de gladiateurs issus d'un atelier alexandrien, ou encore les cornes, maintenant, en verre provenant des ateliers rhénans. Dans le contexte, voici à quoi pouvait ressembler un symposium germanique installé devant les tables planches en bronze importées de Rome. Les hommes faisant partie de l'élite locale boivent du vin importé dans les coupes raffinées en verre et jouent avec des jetons romains. Il faut la vraie question, que la savoir comment, par quel moyen de vin fabrique dans les provinces de l'Empire, selon alchimie dans les régions aussi éloignées. On sait par ailleurs que pendant toute la période antique, domine le transport par l'eau. La vin, l'huile d'olive, ainsi que d'autres denrées liquides sont transportés par bateau dans les amphores. Seulement le site archéologique de l'Europe centrale non point livre d'amphores. En ce temps-là, navigation sur la mer Baltique et surtout dans le détroit danois est sans aucun doute trop dangereuse. Comment donc la vin est transportée? Il est fort probable qu'à l'époque, le vin prévient dans cette région par la même moyen, les mêmes et la même voie que le vin hongrois que l'on boit en Pologne au 6e, 19e siècle, à savoir par voie terrestre dans le barrique. Maintenant, dans le barrique. Dans le courant du 5e siècle, la plupart des peuples germaniques se déplaçaient pour s'installer en Europe méridionale et occidentale. Il est aujourd'hui impossible de répondre avec certitude à la question de savoir si à quel point ces migrations ont été provoquées par le changement climat ou d'invasion d'un et d'autres peuples nomades et ne passe pas la mirage d'une vie meilleure dans les sites européens, plus chaud et surtout abondant et vin. Qui sait? Au Moyen Âge, dans cette partie de l'Europe, dans la région occupée par des peuples slaves, le début de la viticulture remonte au temps de la christianisation. Avec l'avènement du christianisme et de l'Église, une nouvelle liturgie vient d'être introduite, dont le vin fait partie intégrante, mais les règles de sa production et de sa conservation restent très strictes. Au temps de Piast, à l'époque de nombreuses guerres, des frontières flouées et de l'état d'Esterne à voie terrestre, il est très certainement impossible de faire venir le vin des pays méditerranéens. Il faut réellement insister sur le fait que même si, compte tenu de situations géographiques et de son climat peu favorable à la culture de la vigne, la Pologne n'a jamais été pays viticole ou ses propres thèmes. Les recherches archéologiques ont bien démontré que les vignes étaient cultivées déjà à la fin du Xe siècle. En témoignent, entre autres, les trouvailles des pépins de raisin issus de vignes domestiques, Vitis vinifera sativa, sur le site des plus anciens forteresses principales, Ostrów Tumski, Ostrów Lednicki, Gniezno en Grande Pologne, ainsi que Cracovie, plus précisément sur le site de Wawel.
Il n'est toutefois pas exclu que ces pépins proviennent de raisins secs d'importation. Mais c'est avant tout à moins bénédictin et cistercien qui l'on doit la généralisation de la viticulture sur nos terres, ce qui a un rapport étroit avec les règles monastiques exigeant le travail manuel quotidien. Il existe un autre lien évident entre les premiers vignobles mentionnés dans les documents du Xe siècle et les domaines monastiques ou ecclésiastiques. Selon les sources, les premiers vignobles créés par des moines dans le voisinage des établissements monastiques sont loin de produire des vins de qualité. Néanmoins, la règle de Saint Benoît prévoit la consommation d'une émine de vin, sont environ de demi-litre par jour et par tête. Il ne fait pas non plus oublier que l'abbaye maître de nombreux ordres religieux sont implantés dans les provinces vinicoles comme la Bourgogne, la Champagne ou le Lorrain, d'où les abbés font venir des plants. Ainsi, les plus anciens abbayes cisterciens à Pologne, fondées au XIIe siècle à Jędrzejów, au nord de Cracovie, accueillaient des moines venus de Morimont en France. Oui. Tout comme l'abbaye de Paradis en Pologne occidentale, fondée au IIIe siècle. Il en est de même pour d'autres ordres monastiques, ainsi que pour les clerges séculiers dont les membres, pendant le premier siècle après l'adoption du christianisme, provenaient pour la plupart des pays romanisés dans la région de longue tradition viticole. Les documents monastiques contiennent souvent des mentions signalant la profession de certains fers, vinitor en latin. Les premières informations concernant l'implantation des vignes en Pologne datent du XIIe siècle. La bulle pontificale d'un Innocent II du XIIe siècle, destinée à l'archevêché du Gniezno suivant, détaillant les dotations des abbayes bénédictines à Łęczyca en Pologne centrale, en Pologne centrale, mentionné parmi d'autres les vignobles situés du côté de Wrocław, tout proche. Parallèle géographe arabo-sicilien Erdisi, dans son récit du XIIe siècle sur la Pologne, signale que la ville de Cracovie possédait de nombreux édifices, marchés, jardins et vignobles. Les bénédictins, puis les cisterciens, fondant au XIIe siècle l'abbaye de Lubiąż en Silésie, recherchent des côtés orientés sud pour planter les vignes. Suivant. L'acte de confirmation de Casimir II de Juste de la seconde moitié du XIIe siècle mentionne dans le document de fonction de couvent de Joannite à Zagość, dans la région de Ponidze au nord de Cracovie, le nom de vinificator romain Barbes, en latin, excepto uno romano viticero nomine Barbes. Suivant. À la cathédrale de Gniezno, au bordure de la porte de Gniezno, la Porta Regia, du XIe siècle, les plus précieux monuments de l'art romain en Pologne, ornés des scènes du Marite d'Adalbert de Prague, ont retrouvé aussi quelques scènes de vingage. En effet, toute porte à croire que Saint Adalbert imagine toute la Pologne comme un grand vignoble. Suivant. Depuis le début du XIIIe siècle, les vignobles existent déjà par des couvents de cistériens à Trzebnica en Basse-Silésie.
c'est au cours du XIIIe siècle que commence développe généralise des pratiques de la viticulture dans le domaine royal et princier. Mais le véritable changement intervient au XIVe siècle. Il se traduit non seulement par accroissement du nombre de vignobles, mais aussi par une forte augmentation et la consommation de vin qui change d'être une besoin réserve au clergé et au laquois. Ainsi, largement consommé par les bourgeois, au même titre que la bière et l'hydromel. Le vin ainsi qu'elle a un pot sur les vignobles devenait de position forte dans le budget municipal. Au XIVe siècle, à Viniary-Zagojskie à Ponidze, nord de Cracovie, on produit des vins très appréciés, même à la cour de Edwige d'Anjou et le roi Ladisław Jazimon. Suivant, il est aussi certain que si la culture de la vigne connaît alors au grand essor, c'est aussi grâce au réchauffement climatique à l'époque connu sous le nom de optimum climatique médiéval qui persiste jusqu'à XVe siècle. C'est très intéressant comme nous maintenant, c'est très haut. À cette année. Oui. Les vignobles implantés environ de Kętrzyn, Malbork, Grudziądz et Toruń, suivant, sont fondés au XIVe siècle par ordre de grands maîtres de Teutonique, Winery von Kniprode. Au début du XIVe siècle, sur les collines autour de la ville de Toruń, l'université de Toruń, de Samp, au de nombre 25 vignobles, dont 2 appartiennent aux bénédictins et l'autre à la bourgeoisie de Toruń. Il n'est pas sans intérêt de signaler qu'au XIVe siècle, on va jusqu'à construire dans la ville des aqueducs censés assurer une bonne alimentation en haut des vignobles environ. La culture des vignes ainsi que la production de vin a toujours exigé un important savoir-faire. À la fin du XIVe siècle, la ville de Toruń, suivant, compte parmi ses habitants 76 viticulteurs spécialisés de culture de la vigne. Un autre groupe est formé de maîtres vinificateurs spécialisés de la fabrication de vin et en particulier des processus de vinification. Nicolas Copernic, le père du célèbre astronome, hérite un vignoble. Les vins des pays, vins locaux, ne perdent rien de leur importance au cours du XVe siècle. S'il faut évaluer la qualité de la vin cultivée en Pologne au XIVe-XVe siècle, force est à constater qu'elle est bonne. Les volumes de vin issus de vignobles locaux couvrent la demande des consommés polonais, certains vins étant même exportés. À cette époque, l'importation est faible et la consommation de vins importés limitée à des milliers des plus riches de la population. Les autres de consommer que le vin des vins des pays peut orner. Ce n'est pas dans le courant du VIe siècle qu'intervient un changement notable lié à une régression sensible à la production vinicole et une baisse importante de la qualité et de la commerce de la vin locaux que l'importation comme des vins. En témoignent, entre autres, des opinions défavorables de nombreux contemporains en plaignant de la mauvaise qualité des vins des pays.
Ainsi, Giulio Ruggieri, nonce apostolique résident en Pologne dans la seconde moitié du XVIe siècle, note en mémoire que, bien qu'il existe des vignobles dans certaines régions de Pologne, il produit des faibles quantités de vin qui ne sucroient et maigres, trop légers et souvent acides. Le récit de Mazowiecki sur la région de Mazovie, datant la première moitié du XVIIe siècle, contient un passage concernant un vignoble mazovien suivant. Ils ont d'être, eux, greffes et cultivés par le soin de la reine Bona Sforza, une source au pied d'une colline à Tchersk suivant, tandis qu'elle est environ de Vyshogrod. Sans la seconde moitié du XVIe siècle, les vignobles de Vyshogrod commencent à décliner. Parmi les raisons au déclin de ce domaine, ainsi que beaucoup d'autres en Pologne, il faut un couvert important refroidissement du climat et une grande facilité de transporter des vins hongrois. C'est à cette époque le vin dont d'abord importé de Hongrie, célébré vin hongrois, qui l'ont dessiné en Pologne, on dénomme Węgrzyny, avec qui la République de deux nations partage la frontière. Au XVe siècle, la quantité de vin importé est tellement importé que, des côtes de Cracovie, il est nécessaire de construire des chais, maintenant, in Hungarianatum, c'est in Cracovia educatum, en Hongrie, mais élevé en Cracovie. Dès le début du XVIe siècle, l'importation et le commerce de vins hongrois se trouvaient entre les mains de la famille Fugger, originaire d'Augsbourg, ou qui possédait des maisons à la ville vieille de Varsovie. C'est là que j'ai passé mon enfance. Nous étions voisins. Suivant. Un autre suivant. Mon père connaissait très bien le dernier représentant de cette famille, Henrik Maria Fugger. À cette partie du XVIIe siècle, avec l'arrivée d'une nouvelle mode qui favorisait tout qui vient de France, d'Italie, les négociations se tournent vers le vin français-italien, historique qui va faire l'objet de l'intervention de Mme Diaz-Lewandowska. C'est dans la première moitié du XVIIe siècle que la situe de l'éclat définitif de la viticulture dans notre région, ce à quoi ont en partie contribué le changement climatique. Néanmoins, suivant, un certain intérêt pour la viniculture persiste encore dans les nombreux almanachs et mémoires. Au XVIIIe siècle, les vignes deviennent rares et sont pour la vendage cultivées uniquement pour la récolte de fruits. En effet, les vins locaux sont jugés trop acides et désagréables à boire, c'est pourquoi on les remplace systématiquement par les vins d'importation. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans une Pologne démembrée, si la viticulture est pratiquement disparue, c'est en raison de facilités de transport de vins étrangers. Il ne faut pas oublier que jusqu'à la fin de la Grande Guerre, ces vins ne sont pas considérés comme étrangers. En effet, la région sud de l'actuelle Pologne fait alors partie de l'Autriche-Hongrie, alors que la région occidentale appartient à la Prusse. Si bien que dans cette première prédominait des vins hongrois et dans la autre des vins originaires de la région rhénane et de la vallée de la Moselle. C'est sans d'autres raisons pour laquelle mon arrière-grand-père, Petr Luthérien, en Pologne occidentale, n'a utilisé pour la communion que la vin de Moselle.
Dans la région, dans la Pologne restaurée, pendant l'entre-deux guerres, à l'époque communiste, les vins destinés exclusivement à la consommation domestique sont fabriqués à partir de fruits courants, pommes, groseilles ou fruits de souhait noirs. Ces vins ont un goût agréable, ne sont pas très forts en alcool et ne sont conservés pas longtemps. Suivant, les années 80 encore une fois. Les années 80 du XXe siècle, surtout la période qui suit l'année 89, marque le renouveau de l'industrie vigneronne en Pologne. C'est M. Gabriel Kurczewski qui va en parler plus en détail. Suivant. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation au début de la des méthodes archéologiques concernant la recherche sur les vins et sur les consommations de luxe, puis de cette revue de toute une série des efforts d'introduire ou de propager les vignobles de vin en Pologne. Peut-être on peut discuter si du point de vue de l'historien, toutes ces traces pourraient être vraiment conçues comme la production du vin. Mais ça nous donne une belle occasion à l'introduction pour la communication des historiens. Donc nous avons maintenant une communication de Madame Dorota Dias-Lewandowska de l'Académie polonaise des sciences de Varsovie, qui va nous parler de savoir-faire vitivinicole en XVIIe, XVIIIe siècle. J'ai un grand plaisir d'inviter Dorota à présenter sa communication à Bordeaux et à Toruń. Donc Dorota, je vous prie de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais dire que mon sujet, c'est un véritable piège, parce que j'ai l'intention de parler le vin sans avoir de vignobles, et je vais aussi parler à propos des vignobles qui existent seulement en théorie. Alors, comme le professeur Boucher a déjà parlé à propos de l'histoire des vignerons, de l'histoire des vignobles en Pologne, on sait bien qu'en XVIe siècle, cette histoire très belle commence à faire le déclin. Et en XVIIe et XVIIIe siècle, malgré tout le livre de guides d'économie, livres de conseils que les auteurs ils promotent de production de vin en Pologne parce qu'on a de belles conditions à côté de Cracovie, à Sandomierz. Ils sont aussi bien comme aussi à Lwów et on peut produire le vin, qu'il faut regarder les Français qu'ils ont dû attendre en Champagne des centaines d'années pour produire du bon vin. Alors nous, on doit commencer aussi à préparer la terre. Gabriel va parler un petit peu à propos de ça, comment les efforts des Polonais sont enfin commencés au XXe siècle. Et moi, je vais parler un peu, comme je viens de dire, à propos de production de vin sur les vignobles. En Pologne, la diffusion du vin est remarquable, surtout au cours du XVIe et XVIIe siècle. À partir de cette époque, nous avons pu remarquer en effet que les vins français, espagnols ou les grecs étaient présents non seulement sur les tables royales et celles des magnates, l'ensemble de la noblesse étant plus attirée par la consommation de cette boisson. Cependant, l'importation du vin était accompagnée par la fraude et la falsification. Une des facteurs stimulant le développement des pratiques frauduleuses était la montée de la position du vin. Pardon. Un des facteurs stimulant le développement des pratiques frauduleuses était la montée de la position du vin en Pologne au cours du XVIIIe siècle surtout. De ces faits, dans les documents officiels concernant le commerce du vin, l'avertissement contre la fraude et la falsification des vins étaient bien présents. Les documents juridiques ainsi que les sermons exigés et effectués par les marchands du vin donnaient seulement un regard théorique sur le phénomène de la fraude du vin en Pologne à l'époque moderne. En le confrontant avec les témoignages de la pratique de la fraude ou
le changement du vin, dans le commerce du vin, nous avons remarqué facilement un grand problème concernant le respect du règlement des obligations protégeant le consommateur contre l'achat de vins frelatés. Pour mieux comprendre les problèmes sociaux de la falsification du vin en Pologne, il fallait se focaliser sur les circonstances d'achat. Dans la plupart des cas, la riche noblesse polonaise se permettait d'effectuer ses approvisionnements en vin par le chemin le plus sûr, en envoyant des serviteurs directement chez les vignerons en Hongrie, soit à Danzig, où il attendait les bateaux avec les cargaisons. Les autres consommateurs qui n'avaient pas un tel privilège devaient s'adresser au service d'intermédiation des marchands de vin, qui, dans la plupart des cas, ils ont manipulé les qualités du vin. Quand l'acheteur voulait s'assurer de la qualité du vin demandé, il fallait qu'il suivît le parcours de sa livraison. Les domestiques envoyés au vignoble hongrois ou à Danzig recevaient les passeports leur permettant l'approvisionnement légal du vin, ainsi que des instructions détaillées concernant la sorte, le goût, la qualité et la quantité du vin demandé ainsi que les commentaires concernant la reconnaissance de l'authenticité du vin. Grâce à la correspondance entre les nobles et leurs courtiers qui étaient chargés de l'achat des vins, nous avons pu étudier les formes d'acquisition. Les remarques sur la qualité du vin ou la façon selon laquelle le vin était choisi. Nous avons noté que la plupart des décisions d'emploi du vin étaient basées sur l'échantillon de vin pris par les serviteurs pendant leur séjour, soit dans les vignobles, soit à la porte baltique. Cette façon, on a regardé dans la littérature les multiples recettes qui ont permis de soit falsifier les vins, soit les reproduire le goût d'un différent vin, soit inventer complètement nouveaux vins à la base des vins disponibles. Nous avons trouvé en Pologne un grand nombre de recettes permettant aussi d'imiter les vins exacts, comme par exemple cette recette pour produire le champagne qui vient des monastères des bénédictins à Lublin, ou soit une autre recette pour produire le vin hongrois. En première catégorie, nous avons placé un grand éventail de méthodes permettant d'éviter l'achat du vin falsifié. Elle décrivait comment il fallait protéger les vins achetés, comment il fallait prendre des échantillons de vin, négocier l'achat avec les marchands et assurer la qualité de cargaison demandée. La littérature de référence et les guides d'économie domestique offrent de nombreux conseils pour se méfier de la contrefaçon du vin. Parmi eux se trouvaient ceux qui permettaient de découvrir dans le vin présence de chaux, de soufre ou de halune. Il fallait par exemple observer le vin dans un récipient transparent pour voir les dépôts de substances ajoutées. Une odeur spécifique pouvait aussi indiquer la présence de l'eau de vie ou de soufre dans le vin. Le sentiment du brûlure après la dégustation indiquait l'incorporation de substances nuisibles. La présence de l'eau était considérée comme le défaut le plus répandu dans le vin. Les méthodes grâce auxquelles il était possible de détecter cette eau ajoutée au vin intégrée dans la continuité des manières de découvrir la fraude. Par exemple, il fallait cuire le vin dans une pot d'argile et ensuite le placer dans un endroit bien ensoleillé. Si le vin devenait aigre, c'était sûr qu'il contenait de l'eau ajoutée, bien sûr. Dans la correspondance de Hetman Jean-Clemens Branicki, nous avons découvert de nombreux fragments concernant l'achat du vin à Danzig. En 1763, Branicki a écrit au marshal de son palais à Białystok à propos du choix du vin pour l'achat. Je cite, « Fais de bons achats à Danzig, surtout le vin, car l'année passée, tu as choisi un vin différent et les marchands t'ont donné encore une autre différente. Tout ce que tu choisiras, tu dois marquer avec un sceau, comme ça, ils ne vont pas pouvoir échanger le vin. » Dans un autre exemple de lettre écrite par le courtier de Branicki, nous avons aperçu le problème d'approvisionnement, notamment en vin français, en particulièrement les muscats. Je cite, « On ne trouve pas du vin de Lunel à Danzig. J'étais chez Messier Maty, banquier, pour se renseigner où l'on peut acheter. Il m'a répondu qu'on ne trouvera pas ici du vrai vin de Lunel. Un marchand le possède, mais c'est un vin composé. Je vous déconseille de le prendre car il ne va pas tenir le voyage. » Malgré les précautions prises par les amateurs du bon vin, les fraudes étaient courantes. Finalement, le tonneau n'était pas assez rempli, le timbrage était très souvent violé. Les méthodes de protection du vin n'étaient alors pas toujours efficaces. Le deuxième groupe de recettes contenait celles qui étaient liées au processus d'élimination des défauts de vin causés par la fraude ou par les mauvaises conditions de transport qui n'étaient pas si rares.
La richesse des recettes dans le guide d'économie domestique de la deuxième moitié du XVIIe siècle nous a permis de distinguer plusieurs groupes de défauts dans le vin considérés par les consommateurs polonais. C'était l'acidité, la brûlure, le manque de transparence, la pourriture, les défauts qui provoquaient le changement de couleur, l'odeur, de goût et la texture du vin. Parmi les ingrédients servant comme remède pour ces défauts, nous avons noté le romarine, la mélisse, l'armoise, la sauge, par exemple. Néanmoins, beaucoup de remèdes étaient appliqués aussi par les contrefacteurs professionnels eux-mêmes. Parmi les ingrédients ajoutés au vin, c'était les laits et les œufs qui semblaient être les plus communs. Nous avons aussi trouvé des recettes avec des ingrédients rares, tels que, par exemple, le safran, qui était utilisé pour, par exemple, changer les couleurs du vin. Dans les derniers groupes, nous avons mis les méthodes permettant de changer le goût du vin. Nous avons différencié par celles qui se référaient à amélioration du goût même et celles grâce auxquelles il était possible d'imiter le goût de vin particulier. La transformation de goût fut effectuée par l'addition des épices ou la consommation des produits alimentaires spécifiques ensemble avec le vin. Aussi, les méthodes de vieillissement du vin sont devenues de plus en plus répandues au XVIIIe siècle. Pour bonifier les vins de médiocre qualité, il fallait les mélanger avec des vins de plus nobles ou plus corsés. Par exemple, avec le vin espagnol Peter Simon. On a aussi des exemples de mélanger le dépôt de vin hongrois sous lequel on a versé le vin français en faisant une mixture extraordinaire franco-hongrois. En changeant le goût du vin, en améliorant, il était possible d'imiter des vins particuliers, surtout dans le cas de l'absence de certains vins sur le marché ou à cause de leur indisponibilité due à des prix trop élevés, qui c'était toujours un grand problème en Pologne. C'est toujours le prix du vin qui était surtout critiqué, qui ça concerne la consommation du vin en Pologne. Dans le calendrier de Stanisław Duńczewski de l'année 1751, nous avons trouvé un exemple de processus d'imitation du vin. Selon la recette mentionnée, après avoir ajouté des blancs d'œufs, du lait, de la cannelle, du gingembre et des gousses dans le vin hongrois, il était possible d'obtenir une boisson imitant parfaitement le goût des vins italiens, lesquels, comme ajouté Lauter, il était rare en Pologne. Le plus grand nombre de recettes traitant de façon de créer du vin de muscat. Pour recevoir du muscat à partir de vins ordinaires, il fallait utiliser un fleur de sureau, des noyers, des massis, des coriandres, des clous de girofle et du sucre. Nous n'avons pas rencontré des recettes permettant d'imiter des vins hongrois ou français, à part de ces deux recettes que j'ai mentionnées avant, mais à l'exception du groupe de recettes de la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle décrivant l'imitation du champagne, ou du grand vin bordelais, comme par exemple le Château Latour ou Lafite, qui se faisait à la base de framboises et de fraises. Pourtant, toutes les recettes ne servaient pas à l'imitation du vin particulier. Plus souvent, l'objectif de la manipulation du vin concernait le changement des caractéristiques du vin donné. Les techniques de modification s'appliquaient le plus souvent dans le but d'obtenir un vin plus sucré, de réduire l'acidité, de changer les couleurs vers un rouge plus profond ou vers la couleur d'or selon le vin, de renforcer le vin avec un autre vin plus savoureux ou avec de l'alcool plus fort, de faire paraître le vin jeune plus vieux. Le renforcement de vins faibles par des plus puissants n'était pas effectué seulement dans la cave de la noblesse, mais aussi chez les producteurs du vin. Par exemple, en Hongrie, ces modifications précédentes étaient effectuées et supervisées par des domestiques qualifiés. À l'époque du cosmopolitisme de la culture polonaise, l'assortiment de vins est devenu de plus en plus vaste. L'élargissement de la gamme des boissons a engendré le développement du système de dénomination. Dans le contexte de nombreuses falsifications du vin, des problèmes avec livraison et de la protection des boissons contre les contrefaçons, nous nous sommes posé la question concernant l'existence de l'association entre l'idée modèle du vin et son goût. Les recettes améliorant le goût du vin ou imitant un goût d'un autre vin ont prouvé l'existence de certaines idées sur la conception du goût du vin. Le processus de modification des vins par l'ajout des épices et la manipulation des techniques de conservation et tirage avaient créé un nouveau goût de boisson. Ces recettes étaient répétées et copiées pendant des années. Le changement du vin
un trend par le développement des techniques de production et de conservation prouvait que les vieilles recettes d'imitation étaient liées plutôt aux modèles généraux des vins imaginés par les consommateurs. Avec la diffusion de la fraude, l'accès aux boissons au goût naturel aurait dû être très limité. Et le cas d'Hetman Branitzky, qui malgré toutes les précautions prises rencontrait des fois des problèmes avec la cargaison du vin inchangé, nous a montré à quel point la plus petite noblesse n'arrivait pas à se protéger contre la fraude. Nous avons supposé que de nombreux consommateurs en Pologne, de toutes les classes sociales confondues, achetaient couramment des vins falsifiés sans le savoir. De cette façon, les vins vendus partout en Pologne, comme les vins hongrois, n'avaient pas les mêmes attributs, mais la conception du vin imaginée par les consommateurs était néanmoins commune pour tous. Nous avons pu l'exemplifier par la bonne opinion des délicieux vins hongrois qui étaient jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle les plus exposés à la fraude. Alors, en conséquence, porteraient les différentes valeurs gustatives, parfois irréprochables et contradictoires. Parmi les principaux facteurs de ce phénomène, nous avons distingué la méconnaissance du vin parmi les consommateurs, le changement dynamique de vin, l'instabilité de la production et de la qualité. Tout cela ne permettait pas de former un modèle de vin stable, facile à reconnaître et commun pour tous. Toutes les mesures prises contre la fraude prouvaient qu'il existait une image commune de vin donné, partagée par les catégories de consommateurs, ce qui développait ainsi un système de référence pour ses goûts et pour les caractéristiques de ces vins. Le vin était alors non seulement apprécié par son goût, mais aussi par les associations qu'il avait provoquées chez les consommateurs. Et quand je dis au début, cette idée de produire le vin, de faire des vignobles, c'était motivé surtout par l'idée de ça que les Polonais, ils ont dépensé trop de l'argent pour acheter du vin. Alors, cette idée de faire le vin en Pologne, c'est purement économique et pas tout à fait à cause du goût de vin qu'on aurait pu obtenir. Après cette noire période de manque de viticulture en Pologne, maintenant on va passer sur la belle nouvelle époque, qui la Pologne devient vraiment pas seulement le pays qui élève le vin importé de Hongrie, mais aussi le pays qui produit son propre vin. Merci. Merci beaucoup de cette proposition vraiment méthodique qui nous propose d'utiliser une autre sorte de source, ce qui est toujours problème quand il s'agit de recherches sur l'histoire du vin en Pologne, au moins à l'époque moderne. Et on passe maintenant à l'intervention de M. Gabriel Kurczewski qui va parler du romantisme et professionnalisation et les vignobles polonais contemporains. On a décidé d'accourcir un peu la dernière communication et la prolonger durant la présentation des effets de travail des vignerons polonais après la communication. Et merci beaucoup, professeur. Mesdames et messieurs, je crois que la viticulture polonaise contemporaine est un phénomène social et culturel très intéressant. Elle s'est développée de manière très dynamique ces dernières années et continue à gagner de plus en plus de reconnaissance dans notre pays. Et dans le même temps, la question de son poids économique et de son progrès futur reste ouverte. Il y a 15 ans, nous pouvions parler d'une poignée de précurseurs amateurs de viticulture. Le seul fait de produire du vin leur donnait de la satisfaction et suscitait de l'admiration, quelle que soit la qualité de la boisson. Pourtant, il y a un grand changement de ces dernières années. On trouve des vins polonais dans les bons restaurants et les boutiques du vin. Les vins polonais se retrouvent actuellement au menu de réception organisé par le président de la République de Pologne. Ils sont servis lors des réunions organisées par les institutions diplomatiques polonaises. Aujourd'hui, les villes et les régions polonaises dans lesquelles se trouvent les vignobles font leurs promotions à travers les vins, se disputent les titres de capitale du vin polonais ou bien de la Toscane polonaise. La viticulture est considérée comme une attraction touristique et incluse dans le patrimoine culturel restauré après une période d'oubli.
Cette activité, qui reste très jeune et encore modeste, a cependant acquis une position sérieuse. Les registres officiels de l'État comptent actuellement 295 vignobles. Leur superficie est de 482 hectares. Plus de la moitié des vignobles ont moins de demi-hectare de superficie. Seulement 13% des vignobles ont une superficie de plus de 2 hectares et seulement 6 vignobles de plus de 10 hectares. Mais la dynamique de croissance de la surface totale des cultures est vraiment impressionnante. Il y a 10 ans, et 26 vignobles d'une superficie totale de 36 hectares étaient enregistrés. Alors, les vignobles polonais ne sont souvent pas très vastes et constituent rarement la base de l'entretien de leurs propriétaires. Et de nombreux vignerons déclarent avoir créé un vignoble afin de changer de mode de vie, définissent la viticulture comme une activité de loisir, pratiquée parallèlement à une activité professionnelle, ou bien comme un chemin de la diversification de leur principale activité économique. Les vins produits dans ces vignobles sont rares et chers. Et pour ces viticulteurs, la vente directe est très importante, associée au développement de l'œnotourisme et à l'inclusion dans les événements culturels régionaux. Et pour ça, c'est important de créer l'image du vin polonais comme produit, et pas seulement artisanal, mais aussi traditionnel. Ce qui peut potentiellement apporter de nouvelles opportunités, ce sont la croissance rapide du marché du vin en Pologne, environ 7% par an, l'intérêt pour les vins chez les consommateurs plus jeunes, mieux éduqués et plus riches, la popularité croissante du tourisme gastronomique et de l'œnotourisme et l'intérêt pour les produits locaux. D'autre part, il faut remarquer que la consommation de vin en Pologne est toujours très faible, moins de 4 litres par personne et par an, mais également que le type du vin polonais, qui est un vin du Nord, et avec structure légère et forte acidité, faible degré d'alcool, n'est pas préféré par la plupart des consommateurs polonais. Et alors, le climat fait en sorte que les vins plus légers prédominent et qu'il y ait plus de blancs que de rouges. En outre, la Pologne est très intéressée par la production de vins mousseux et de rosés qui peuvent être fabriqués à partir de fruits moins mûrs. Et le climat est le facteur majeur limitant le développement de la viticulture en Pologne. Les principales difficultés sont les hivers froids, les jets tardifs du printemps et du début de l'automne, les fortes pluies pendant les périodes de floraison et de maturation de la vigne. Par conséquent, la viticulture nécessite une sélection très soignée des emplacements, des variétés de vignes résistantes et à maturation précoce, ainsi que l'utilisation des techniques appropriées. Au cours des dernières années, des vignobles ont été établis dans toute la Pologne, même dans des régions où le climat était rude. Partout, des passionnés souhaitaient cultiver la vigne. Cependant, les cultures orientées sur les ventes se concentrent dans ces régions du pays qui offrent une saison de végétation relativement longue et plus de soleil. Relativement parce que les régions la plus chaudes de Pologne est plus froid que la Champagne. Les meilleures conditions climatiques prévalent dans les Jutes ouest et l'ouest de la Pologne, donc la majorité des vignobles y est créée. Et nous pouvons nous poser la question si ces régions ont déjà atteint la maturité, les vins qu'elles produisent, a-t-il quelque chose de distinct? Ont-elles pu découvrir les côtés forts? À quel point peuvent-elles encore évoluer? Des associations polonaises de viticulteurs, c'est à Sandomierz et les gorges de Vistula, la Petite Pologne, et menaient actuellement des discussions concernant
l'enregistrement éventuel d'appellations d'origine protégée ou indications géographiques protégées. Il y a pourtant de nombreuses personnes qui trouvent cette démarche prématurée parce qu'appellation impose des restrictions alors que les vignerons polonais ont toujours besoin de liberté afin d'acquérir davantage d'expérience. En outre, il est difficile d'associer des types de vins bien établis aux différentes régions. D'autre part, il y en a qui disent qu'une appellation pourrait constituer un instrument de développement de la qualité imposant des normes et des obligations aux viticulteurs. Les renaissances de viticulture en Pologne commençaient avec les variétés hybrides résistantes au gel et aux maladies et qui jouaient un rôle important. Et lors de la première période de développement des vignobles en Pologne. Et au cours des dernières années, une forte augmentation de l'intérêt pour les vitis vinifera a été constatée. La culture des vinifera reste néanmoins plus risque, mais l'expérience acquise permet à de plus en plus de vignerons de relever ces défis. Mais les hybrides ne disparaissent pourtant pas complètement car ils permettent de produire du vin même pendant la saison la plus difficile. Et les compétences des vignerons polonais ne cessent certainement pas de croître. Le développement de la viticulture en Pologne est associé à l'acquisition et à la diffusion des connaissances sur la vigne et la vinification. Pour le moment, les ressources essentielles et l'expérience des vignerons eux-mêmes. Les plus expérimentés deviennent des consultants pour les débutantes. Les activités des associations viticoles locales sont également très importantes. La contribution des centres universitaires est encore réduite. Et Roman Myśliwi est un grand pionnier de viticulture polonaise. Et en 2003, avec autres personnes autodidactes comme lui, il a fondé l'Institut polonais du vin et de la vigne dans le but de faire pression en faveur de la loi viticole et de former les viticulteurs. Dans les années 2006-2007, en coopération avec les gouvernements locaux, l'Institut a organisé des cours de design à Podkarpacie et dans la Petite Pologne, auxquels ont également participé de l'école des vins de Zilberberg et de Klosterneuburg en Autriche, où environ 200 personnes ont été formées, donc beaucoup ont ensuite créé des vignobles. En 2006, l'Institut à organiser des conventions annuelles des vignerons polonais. L'élément principal de ces conventions, c'est la dégustation de vin des participants. Et un panel de spécialistes procède ensuite à l'évaluation publique des vins, sans oublier de signaler leurs éventuels défauts qui étaient souvent graves lors des premières années. Alors, les membres de l'Institut sont devenus les premiers consultants à soutenir les créations et la gestion des vignobles. Plus tard, d'autres viniculteurs expérimentés ont commencé à jouer un rôle similaire. Et plusieurs universités polonaises proposent actuellement les formations en œnologie, mais c'est quelque chose comme études complémentaires, habituellement des semestres. Mais les viticulteurs estiment que ces programmes ne sont pas assez pratiques. Et il y a un centre orienté sur la formation pratique des vignerons à Jasło, c'est à la région de Podkarpacie, et l'offre des cours viticoles annuels. Et cet centre, l'académie, possède son propre vignoble ainsi qu'un cave où les étudiants préparent des vins pour passer leur diplôme.
L'intérêt croissant pour le vin et la présence des vignobles en Pologne ont contribué à la réalisation de recherches scientifiques sur les vins et la vigne menées par des spécialistes des différents centres. 3 universités polonaises ont leur propre vignoble où elles produisent du vin et acquièrent une expérience viticole. Et, ok, pour terminer, il est difficile de prédire dans quelle direction la viticulture en Pologne va évoluer à l'avenir, mais il y a certainement beaucoup de personnes qui succombent au charme de la vigne en Pologne. Et les opportunités de développement pour les viticulteurs sont maintenant beaucoup plus vastes qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Compte tenu également de l'enthousiasme avec lequel le vin polonais est reçu dans le pays et de l'accélération avec laquelle il devient un élément de la culture, il est difficile d'imaginer que nous pourrions revenir à l'état dans lequel la Pologne n'a ni vignoble ni vin. Merci. Merci beaucoup et je m'excuse de cette intervention, mais à cause de perturbations avec les transports, le programme a bouleversé totalement. Et nous avons encore un cocktail, donc je suis même forcé de vous proposer la discussion durant le cocktail, parce que ce n'est pas seulement le cocktail, à cause de la visite d'un célèbre chef cuisinier polonais. Je remercie à tous les auteurs de communication. Je remercie particulièrement à nos amis bordelais, grâce auxquels nous avons l'événement international dans cette petite partie de la Pologne au cœur de Paris. Donc, pour le moment, merci. J'invite encore monsieur le directeur à prendre la parole. Merci beaucoup. Juste pour remercier encore une fois, tout d'abord, bien sûr, tous ceux qui ont participé à ce colloque qui est devenu une table ronde, mais on a réussi grâce à nos collègues bordelais et nos collègues polonais. Je me tourne aussi vers les personnes bien célèbres à Paris, c'est-à-dire Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Madame la consul, Madame la directrice, etc., etc. Merci beaucoup. J'aimerais simplement, juste parce qu'on est pressé pour le cocktail quand même, juste donner une boîte à Madame Katarzyna Kula, qui l'a bien mérité. Elle sait bien qui se trouve dedans. Merci beaucoup pour votre travail. C'est une médaille qui était justement fondée au centenaire de l'Académie polonaise des sciences, centre scientifique à Paris. Il n'y en a que 3 qui ont été décernés, donc vous êtes la 4e. Merci pour votre travail, je crois que tout le monde l'apprécie, donc mes félicitations. Et maintenant, chers amis, les portes seront ouvertes et on vous invite à goûter la cuisine polonaise avec le chef cuisinier. Merci beaucoup. Non, qui était invité par Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, qui est le meilleur, bien sûr, spécialiste de la cuisine polonaise. C'est excellent.